Je voudrais tout d'abord remercier le Cercle d'Aristote et Pierre-Yves Rougeron de nous avoir donné la possibilité de présenter notre ouvrage. Alors, pour la petite histoire, je connaissais un homme d'affaires qui me répétait sans cesse « je vais lui faire une offre qu'il ne peut pas refuser ». Pour moi, c'était extrêmement significatif dans sa façon de présenter les choses, symptomatique d'un état d'esprit qui, pour moi, voulait exprimer un désir mimétique, lequel pourrait inciter toujours ces deux personnages, le PDG d'une grande multinationale et le parrain, à vouloir constamment se ressembler. Alors, dans un monde où l'utilitarisme est érigé en idéologie globalisante, où notre société est devenue une société de quantité, tout se mesure et se jauge en fonction de l'indication des performances, un capitalisme tout à fait débridé qui juge l'homme selon le critère de rentabilité et de profitabilité, où l'appât du gain est devenu quasi obsessionnel et qui constitue, à mon avis, la grande dérive aux grandes normes de l'éthique. Le but de cet essai est de montrer que les multinationales et les organisations mafieuses utilisent les mêmes méthodes d'organisation scientifique et de management dans le cadre de leurs activités respectives. Pour citer comme exemple tout à fait significatif, nous pouvons parler de la franchise. La franchise est un moyen extrêmement efficace pour vendre ses produits. Au Mexique, il y a des stupéfiants, des narcotrafiquants qui écoulent leurs produits à partir d'un système de franchise tout à fait le même utilisé dans les grandes sociétés, dans les multinationales. Les dealers ont une façon de s'habiller qui est un peu spéciale et donnent un produit certifié comme étant un très, très bon produit, un produit de qualité. Concernant d'autres similitudes dans le droit, dans la politique, à savoir le lobbying, la façon de traiter, le réseau qui est extrêmement important pour se protéger, pour effectivement avoir une image, autant que les conseils d'administration qui existent dans les multinationales prennent des décisions, tout à fait la même chose dans les organisations mafieuses, à savoir la commission, la famille, le cartel, autant que les organisations multinationales ont le conseil juridique, les organisations mafieuses ont le cancellieri. On peut tout à fait citer à titre d'exemple la trilogie du parrain, où le conseil, le cancellieri, joue un rôle extrêmement efficace quant à la prise de décision dans ces conseils. Alors la cooptation est tout à fait la même. Le recrutement est très sélectif. Vous ne pouvez pas appartenir à une organisation mafieuse si, par exemple, en Sicile, vous n'êtes pas sicilien. La zone géographique peut être extrêmement importante. Autant que, par exemple, on ne doit pas avoir un parent ou un ascendant qui a été dans la police, ainsi de suite. Enfin, le recrutement, autant que on cherche un profil pour le travail dans une multinationale, autant que le profil est extrêmement important pour appartenir à une organisation mafieuse. Il y a un exemple qu'on peut citer et qui pose le problème sur le plan axiologique quant aux produits ou quant à l'activité commerciale d'une multinationale et d'une organisation mafieuse. Si les grandes multinationales agroalimentaires ou les industries de tabac qui inondent le marché de produits toxiques et contraires à la santé publique, aujourd'hui le problème de l'obésité est un problème à l'échelle planétaire et qui d'ailleurs est inédit dans l'histoire de l'humanité. Ces produits sont officialisés et ont provoqué énormément de dommages. Je parle au niveau de la santé publique. Quid à ce moment-là de la drogue, laquelle est interdite. Bon, dans cet univers extrêmement hybride et dans cette contiguïté où ces deux zones en fait s'intercalent consciemment, la zone de l'organisation criminelle et la zone des multinationales, de nombreux secteurs économiques tels les matières premières, les médias, les semences, le haut, qui sont cartélisés près des entreprises multinationales et qui font la pluie et le beau temps sur les marchés. Dans la même veine, et pour faire tout à fait le parallèle, dans l'univers du crime, les 5 familles mafieuses se partageaient les gains de leurs activités dans toute la ville de New York.
Euh, je vais laisser le soin à mon partenaire de vous exposer la deuxième partie du livre qui consiste à prendre comme exemple les grandes multinationales. Bonjour à tous, je suis le co-auteur de l'ouvrage qui a été rédigé avec M. Toufek Bahini et donc je prends la suite de l'explication en vous parlant dès à présent des exemples que nous avons trouvés au sein des multinationales qui vont corroborer les concepts et les idées que nous avons attribués à ces dites multinationales. Alors, avant toute chose, j'aimerais vous parler de trois notions qui sont des préalables à la compréhension des exemples que je vais donner. Une notion qui concerne la mondialisation, une autre notion qui concerne la criminalité en col blanc et une troisième notion qui concerne les entreprises multinationales. Alors, la mondialisation, tout le monde en entend parler, bien sûr. C'est un mot qui est devenu un peu tiroir depuis le début des années 80, mais concrètement, il se traduit par une augmentation des échanges des biens et de services à l'échelle planétaire. Alors, il y a eu d'autres exemples dans l'histoire, et on pense à la mondialisation qu'il y a eu à l'époque de l'Empire romain et également à l'époque de Philippe II au XVIe siècle en Espagne, qui a été retracée par Brodel, mais on va dire que depuis le début des années 80, vous avez une mondialisation, une nouvelle mondialisation qui a été boostée par plusieurs facteurs. Premièrement, par l'apparition du container dans les années 50, on ne croirait pas, mais l'apparition du container a été un vecteur matériel qui ressort de l'invention pour promouvoir la mondialisation. Le deuxième facteur qui a expliqué cette mondialisation, c'est l'informatique. C'est-à-dire que l'informatique, maintenant, fait partie intégrante d'une chaîne logistique, par exemple, et ça a été également le fer de lance de la mondialisation. Et vous avez un troisième élément qui a été un élément d'ordre juridique qui a concerné la déréglementation, hein. Alors on pense évidemment aux Chicago Boys qui ont sévi au début des années 80, à l'époque de Reagan. Donc ces trois éléments, ces trois facteurs, quand ils ont été mêlés et agrégés, ont permis une nouvelle mondialisation que l'on a connue dès le début des années 80. Alors, je vais ensuite vous examiner là très rapidement la notion de criminalité en col blanc et vous allez voir qu'il y a un lien, bien sûr, avec la mondialisation. La criminalité en col blanc, qu'est-ce que c'est? C'est une criminalité, hein, qui concerne des secteurs, on va dire, non classiques, hein, de l'activité criminelle, c'est-à-dire qu'on sort du braquage, du vol, de l'agression physique, pour rentrer dans ce qu'on appelle des crimes et des délits en général financiers, hein. Alors je pense à l'assurance, je pense à la banque, à la finance, aux escroqueries monétaires, aux faux contrats, aux usurpations d'identité, etc. Donc on parle de criminalité en col blanc. Cette criminalité, elle concerne un public, je dirais, qui est vraiment tout autre que la criminalité en col bleu. Elle fait appel à des gens qui sont très bien intégrés sur le plan social, sur le plan économique et qui utilisent malheureusement leur intelligence à des fins criminelles et à des fins de délinquance. Alors, le grand théoricien de la criminalité en col blanc, il s'appelle Edwin Sutherland. C'est un criminologue qui a écrit justement après la crise de 29. Alors, on voit qu'il y a toujours un lien entre les grandes crises économiques et la délinquance financière. Et il a théorisé justement cette nouvelle délinquance, cette nouvelle criminalité qu'il a identifiée après les années 30, qui a vraiment donné lieu à de multiples scandales, multiples escroqueries. Alors, c'est une notion qu'on va revoir et ultérieurement, on va voir qu'elle a un lien maintenant avec les grandes organisations mafieuses. Le troisième élément dont je voulais vous entretenir, c'est le domaine des entreprises multinationales. Qu'est-ce qu'une entreprise multinationale? Une entreprise multinationale, c'est une entreprise qui a des opérations sur plusieurs pays et qui a des opérations d'une certaine taille, hein. C'est-à-dire que vous ne devenez pas une multinationale en ouvrant un bureau de représentation à l'étranger. On parle de centaines de milliers d'emplois et on parle aussi, comme on va le voir ultérieurement, d'entreprises qui ont des chiffres d'affaires et des actifs équivalents à ceux des États. Je pense notamment à Nestlé qui représente l'équivalent du PIB de la République slovaque. Alors, on va voir un petit peu dans ces... Maintenant, comme je vous le dis, le but de ma démonstration, c'est de vous montrer que tous les concepts qui ont été expliqués et explicités par M. Berrini précédemment, à savoir les notions de leadership, de management, de marketing, de droit, de politique et de culture d'entreprise, on va faire le rapport maintenant avec des cas précis d'entreprises multinationales. Et ces entreprises multinationales, on va les classer en trois catégories. Premièrement, dans le domaine de l'agroalimentaire. Deuxièmement, dans le domaine des banques et dans le système financier.
Troisièmement, dans le domaine pharmaceutique. À travers ces 3 grands secteurs, on va pouvoir identifier des comportements très étranges, souvent à la limite de l'égalité, qui mettent en exergue vraiment les similitudes, la contiguïté et l'hybridation entre les organisations multinationales et les organisations mafieuses. Alors, dans le domaine agroalimentaire, comme je vous disais précédemment, vous avez une société, par exemple, comme Nestlé, qui a un PIB équivalent à celui d'un pays. Vous avez, si vous regardez le bilan de ces sociétés, d'ailleurs, vous pouvez très justement identifier le fait qu'elles se sont financiarisées. C'est-à-dire que si vous regardez le bilan d'une société comme Nestlé, vous allez voir qu'il y a plus de 50% de la valeur de la société qui est constituée par du marketing. Alors, c'est-à-dire que ces sociétés auxquelles on attribue le mérite de nourrir les gens, en fin de compte, si vous rentrez dans le détail, vous apercevez que ce sont, à titre, on va dire, égal, des sociétés de marketing et qui font aussi l'objet de spéculations sur des matières premières. C'est-à-dire que vous avez des sociétés qui maintenant, devant le potentiel énorme de l'agro-industrie, vous avez des sociétés comme Total, Total qui est un exploitant pétrolier gazier, qui achète des forêts, et vous avez Goldman Sachs qui achète des récoltes de blé. Donc vous voyez que ce domaine de l'agro-industrie, il suscite vraiment des convoitises énormes, et on voit que c'est un marché qui, de par sa taille, vraiment, va impliquer des comportements souvent à la limite de l'égalité. Alors on pense notamment à des sociétés qui ont fait la promotion du lait en poudre dans des pays où l'eau n'était pas de bonne qualité. On pense à de la publicité mensongère. Et on pense aussi à de l'exploitation humaine via des sous-traitants de personnel dans le domaine de l'agriculture. Donc on voit que le domaine de l'agro-industrie est un domaine vraiment qui met en jeu des intérêts énormes, des intérêts colossaux, qui vont souvent inciter les multinationales à jouer avec les limites de la légalité. Alors, dans ce domaine agroalimentaire, nous avons deuxièmement le domaine des pesticides. Alors, avec le glyphosate. Alors, le glyphosate, on l'a vu récemment avec le départ de Nicolas Hulot, enfin il y a 2 ans, que c'est un herbicide qui est le moins cher du monde à produire, c'est-à-dire que c'est 2 € du litre. C'est un herbicide le plus efficace. Et cet herbicide, il se trouve qu'on s'est aperçu au fil des ans qu'il était cancérigène. Alors, vous avez Monsanto qui a été condamné par une cour de New York à verser 280 millions de dollars à une personne qui a utilisé du Monsanto toute sa vie et qui est en train de mourir d'un cancer. Donc, la question du glyphosate, elle est vraiment très, très révélatrice d'un état d'esprit et d'une mentalité. Pourquoi? Parce que quand on parle de Monsanto, on vous parle d'un géant de la chimie mondiale et on vous parle d'un géant qui a fait du marketing et du lobbying auprès de tous les acteurs, de toutes les parties prenantes, de tous les stakeholders, comme on dit, à savoir auprès des États, auprès des administrations, auprès des communautés scientifiques et auprès du public. C'est-à-dire que vous avez une méthode, et on va revoir ça ultérieurement, qui est un petit peu toujours la même. Si vous voulez, la technique et la stratégie des multinationales, c'est de s'entourer des meilleurs experts du domaine dont elles sont en charge, de produire des rapports et de faire infuser ces rapports dans la communauté médiatique, politique, administrative, afin de prouver, là en l'espèce, c'était prouver le non-méfait du glyphosate, ce qui a été difficile, puisque, in fine, il a été démontré scientifiquement que le glyphosate est un cancérigène. Souvenez-vous des tabatiers, c'était exactement la même chose, des cigarettiers, pardon, c'est-à-dire que c'était des gens qui, jusqu'au début des années 90, me disaient que la cigarette n'était pas un danger, et pour ce faire, elle s'appuyait sur des rapports scientifiques qui étaient commandés à de très grands experts. Et au fur et à mesure, on s'est aperçu, dès la loi Evin en 1991, que le tabac avait une influence vraiment néfaste sur le corps humain. Et aujourd'hui, on est arrivé au paquet neutre en France. Et on reviendra sur l'industrie du tabac, d'ailleurs, qui est très, très intéressante à ce sujet, parce qu'elle met souvent en cause des États. Et le poids des cigarettiers est tellement important, on le verra avec un pays d'Afrique, elle peut mettre en faillite des États. On vous expliquera comment, à travers notamment des mécanismes d'arbitrage. Troisième point qui concerne le domaine agroalimentaire, c'est le domaine des
aliments transformés, pardon, ce qu'on appelle le cracking, hein. Alors, quand vous allez faire vos courses, je ne sais pas si vous le savez, mais sur un étalage, vous avez 50% des produits qui sont transformés. Alors, des produits transformés, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont des produits qui ne sont pas bruts, par définition, et qui ont subi des traitements chimiques qui visent à leur donner des qualités gustatives ou aromatiques, etc. Alors, évidemment, je dirais les 2 gros écueils qu'il y a en matière de produits transformés s'appellent le gras et le sucre, hein. C'est-à-dire que le sucre, c'est un produit qui est qui vraiment qui crée une addiction. Alors, on va voir que là et nous, on fait un parallèle après avec l'addiction qui est créée par les cartels de la drogue, hein. Aujourd'hui, des études ont démontré que le sucre était plus addictif que la cocaïne. Ce sont des études scientifiques. Donc, on voit que les multinationales ne reculent vraiment devant rien. Elles utilisent le sucre et elles utilisent le gras. Alors, on a travaillé, nous, sur un exemple assez intéressant, l'exemple de l'aspartame, hein, qui a été utilisé, donc qui fait partie intégrante de cette filière des aliments transformés. Et on s'est aperçu qu'alors là, on est en plein dans alors l'aspartame, ça regroupe tout. C'est un exemple caricatural. C'est-à-dire que vous avez à la base un produit qui a été considéré comme nocif et qui, grâce à du lobbying, et notamment de M. Rumsfeld, d'ailleurs, l'ancien secrétaire d'État, qui était salarié de la société Searle, hein. Searle, aujourd'hui, fait partie de Monsanto, mais Searle, c'est la société qui a créé l'aspartame. Alors, c'est public, hein, tout ce qu'on dit, c'est sourcé sur de la presse américaine, où vous voyez très bien que monsieur Rumsfeld a été payé à travailler chez Searle entre 1977 et 1984. Pour cette fonction, il était le PDG de Searle, il a été rémunéré à hauteur de 12 millions de dollars. Et on s'est aperçu que cette molécule, l'aspartame, elle présente des dangers pour le corps humain, hein. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que vous avez dans le Coca Zéro, etc. Et on voit que cette molécule, ce produit, a pu émerger grâce à une collusion vraiment marquée au niveau de l'État américain, au niveau de la FDA, la Food and Drug Administration. Et comme je vous le disais, c'est un produit qui représente, on va dire, tous les éléments malsains, que ça soit sur le plan vraiment physiologique ou sur le plan de l'émergence de ce produit qui n'aurait certainement pas dû être autorisé à la vente. Vous avez comme quatrième élément dans le domaine de l'industrie agroalimentaire la question des nutriments dans les fruits et légumes. Hein, si vous on s'aperçoit régulièrement et fréquemment que les fruits et les légumes ont de moins en moins d'éléments nutritifs. Alors ça, c'est lié à une chose, hein, qui est très simple, c'est l'hybridation, hein. C'est-à-dire que quand vous voulez importer des tomates de l'autre côté de la Méditerranée, il faut faire primer la DLC, hein, la date limite de consommation, sur les qualités nutritives. On le fait grâce à l'hybridation, hein, ce sont des procédés d'agrobiologie. Et ces procédés d'hybridation, il a été démontré qu'en fait, ils enlèvent au moins la moitié des valeurs nutritives des fruits et des légumes, hein. Donc vous voyez que là, encore une fois, vous avez affaire à des multinationales. La question des semenciers pour les tomates, par exemple, que l'on a étudié, on va dire, en détail, est assez impressionnante. Le kilo de semences de tomates coûte 400 000 €, hein. Je ne sais pas si vous voyez, ça coûte plus cher qu'un kilo de cocaïne, hein. Donc vous avez des enjeux financiers qui sont vraiment gigantesques, hein. Alors vous avez des pays qui sont spécialisés dans la fabrication de semences, Israël par exemple, qui est un des leaders dans le domaine. Et vous avez donc ces grandes fermes, ces grandes multinationales qui développent des semences grâce à des procédés, bien sûr, d'agrochimie, et qui font développer ces semences, mais dans des pays du tiers-monde. Et on est encore une fois dans la pure délocalisation. Alors, vous avez des semences qui sont développées en Inde, par exemple, où vous avez, par exemple, des enfants qui travaillent dans des champs, hein, où il n'y a ni droit du travail, il n'y a ni droit de l'environnement, aucune garantie sociale, etc., etc. Avec le jeu, évidemment, de la sous-traitance, on y reviendra ultérieurement, qui permet, si vous voulez, souvent aux multinationales de se dédouaner, hein. On se souvient de la fameuse interview qu'il y avait eu entre Michael Moore et Phil Knight, le PDG de Nike, hein. C'est-à-dire que la multinationale vous dit toujours: «Mais écoutez, moi j'ai signé un contrat avec quelqu'un et puis la sous-traitance ne me regarde pas», hein. Donc ça, c'est vraiment un moyen aussi qui est très, très utilisé par les multinationales pour se décharger, pour optimiser leur rentabilité. Cinquièmement, on a la surpêche. Alors la surpêche, c'est un petit peu le cas aussi de l'agro-industrie. C'est-à-dire que c'est un marché qui est complètement cartellisé, hein. Vous avez 4 multinationales, 4-5 multinationales de la pêche dans le monde. Et ces multinationales, qu'est-ce qu'elles font? Elles écument les océans, au détriment, bien sûr, de l'écosystème, au détriment des populations,
notamment des pays du tiers-monde. Et ce qui est assez fou, c'est que quand à y regarder de plus près, c'est ce qu'on a fait, on s'aperçoit que ce sont la question des TAC, c'est-à-dire des totaux admissibles de capture, c'est-à-dire des quotas de pêche qui sont fixés par l'Union européenne, qui donnent une prime en fait aux multinationales, c'est-à-dire au plus vous êtes gros, au plus vous avez de subventions, un petit peu comme la PAC d'ailleurs, et qui en fait crée de la disparition de ressources, hein. C'est-à-dire que des études ont prouvé récemment que si on continue à ce rythme, en 2050, il n'y aura plus de poissons, hein. Alors, il reste toujours la question de substitution de l'élevage artificiel, hein, l'élevage humain, mais là, encore une fois, on s'est aperçu, notamment sur des élevages de saumon, que la nourriture qui était donnée donc aux poissons ne remplissent pas des standards conformes à la bonne santé. Et on l'a vu avec des farines animales, etc., etc. Donc, on voit que même l'élevage n'est pas une solution dans le cas de la surpêche. Alors, après avoir étudié et analysé le domaine de l'agroalimentaire, on va passer au domaine des banques et du système bancaire et du système financier, pardon. Alors là, évidemment, il y aurait beaucoup de choses à dire. Alors, je ne vais pas vous détailler le livre, mais je vais prendre quelques exemples quand même assez caricaturaux et des exemples que tout le monde connaît, hein. Alors, je vais commencer par Goldman Sachs. Vous savez qui est Goldman Sachs, et ce n'est pas une personne, hein. Aussi appelée Goldman Sachs. C'est une vieille banque américaine, hein, qui a été créée il y a plus d'un siècle et qui a changé de forme juridique d'ailleurs au début des années 90 et s'est lancée dans la banque d'affaires, hein, c'est-à-dire des négociations, achats et revente de titres sur les marchés, sur les fusions-acquisitions. Et on voit que c'est une banque qui a développé un pouvoir vraiment gigantesque. Alors, la première fois qu'on a entendu parler de Goldman Sachs, c'était après 2008, après la crise des subprimes. Et c'est un Français qui a fait l'une de l'actualité d'ailleurs au passage, qui s'appelle Fabrice Touré. C'est un centralien qui travaille pour Goldman Sachs. Et il se trouve que ce monsieur, cette seule personne, il a vendu pour plus de 10 milliards de dollars de produits financiers frelatés, hein, c'est-à-dire c'était des créances douteuses, des produits qui étaient adossés sur des créances douteuses, dans la plus grande impunité. Et donc, la banque a été attaquée par des clients, hein, qui sont estimés floués après 2008. Et ce monsieur, donc Fabrice Fabs Fabulous, selon la presse new-yorkaise, a été condamné par les tribunaux américains. Alors, il a été interdit d'exercer. Il a été condamné à une amende de 800 000 dollars. Et dans le même temps, Goldman Sachs a été condamné à payer 1 milliard de dollars au titre de dédommagement, car Goldman Sachs avait vendu des produits financiers qui étaient pourris. Alors ça, c'est la première grande affaire de Goldman Sachs. La deuxième grande affaire, c'est l'affaire qu'il y a eu à la même époque avec AIG, hein. AIG, c'est l'équivalent de AXA en France, c'est un des plus grands assureurs mondiaux et donc américains. Et on s'est aperçu qu'en fin de compte, Goldman Sachs avait assuré des produits financiers auprès de AIG et qui, dans le même temps, il vendait ces produits financiers à la baisse et il spéculait à la baisse sur ces mêmes produits financiers. Donc, il y a eu un scandale vraiment énorme parce que la question des assurances, de l'assurance des produits de Goldman Sachs a provoqué la faillite d'AIG, qui a été lui-même renfloué par l'État fédéral. Donc, Goldman Sachs faisait deux choses. Il jouait à la baisse sur un produit et en même temps, il s'assurait sur la baisse de ce même produit. Alors là, c'est pareil, il y a eu une action en justice qui a été intentée avec des dédommagements énormes, mais énormes, si vous voulez, à l'échelle de l'individu, mais on va le voir après avec HSBC. HSBC qui a été condamné à une amende de 2 milliards de dollars. C'est 2 milliards de dollars pour HSBC, c'est le revenu de 15 jours d'activité. Donc c'est pour vous dire que des amendes comme ça sont même pas dissuasives et on pourrait même parler assez paradoxalement pour les yeux d'un novice, des novices que nous sommes, d'une peine symbolique. Alors, vous avez aussi, pour finir sur Goldman Sachs, deux choses à dire. Premièrement, c'est une banque d'affaires qui a trafiqué les comptes d'un État, de l'État grec, hein, en 2001. Donc là, on est vraiment dans la fraude la plus complète et la plus totale, hein. On a maquillé des comptes, on a falsifié des bilans. Ça a été prouvé aujourd'hui, hein, des comptes ont été maquillés de la Grèce grâce à Goldman Sachs. Et le dernier élément pour finir, c'est de montrer qu'il y a un système de revolving door entre Goldman Sachs et tout l'establishment. Mais je ne vous parle pas de l'establishment américain. Je parle de l'establishment mondial. Je pense notamment à Emmanuel Barroso, qui a quitté la présidence de la Commission européenne
en 1994 et qui s'est retrouvé propulsé consultant chez Goldman Sachs. Donc, vous voyez qu'on a affaire vraiment à des conglomérats qui sont gigantesques, qui ont un pouvoir énorme, qui ne mégotent pas sur les moyens et qui sont toujours à la limite de la légalité, voire quand ce n'est pas dans la violation de la loi, puisque Goldman Sachs a été condamné. Dans le domaine financier, vous avez également HSBC, qui aussi a fait la une de l'actualité dans les années 2010-2011. Alors, HSBC, juste pour vous dire une chose, si HSBC était en état, HSBC serait le cinquième PIB mondial. Donc, vous imaginez un petit peu la puissance d'une banque. Alors, on va passer sur les détails, mais juste pour dire que quand même, historiquement, c'est une banque qui a été créée dans les années 1850 à Hong Kong. HSBC, dire Hong Kong Shanghai Banking Corporate, qui a été créée par des marchands qui étaient en général écossais, et on était en pleine guerre de l'opium. Donc, c'est pour vous donner le contexte de la création de la banque HSBC. Et cette banque, elle a fait le bonheur de beaucoup de gens, d'hommes d'affaires. Mais également d'hommes d'affaires, je dirais, un peu spéciaux. Alors c'est une banque qui, ça a été démontré, c'est pareil en source dans notre ouvrage, qui a servi à notamment blanchir l'argent des cartels mexicains. Alors c'est une affaire qui remonte à 2012. On s'est aperçu que les cartels mexicains, entre 2010 et 2012, avaient blanchi plus d'1 milliard d'euros d'argent de la drogue via la filiale du HSBC au Mexique. Alors, comme je vous le disais précédemment, la banque a été condamnée à une amende de 2 milliards de dollars. Et on voit que ces montants pour de telles organisations sont vraiment des montants complètement ridicules. Alors là, on est en droit de se poser des questions. Les questions, c'est comment se fait-il que des banques de ce niveau-là ne soient pas dissoutes, ne soient pas fermées? Donc, avec HSBC et l'affaire qui concerne les contrôles des cartels mexicains, on s'est aperçu, et c'est sourcé également, qu'il y avait eu du lobbying, et même plus que du lobbying, c'est-à-dire que le ministre des Finances anglais à l'époque s'appelait George Osborne, avait écrit à Ben Bernanke, le président de la Federal Reserve aux États-Unis, et lui avait dit carrément, il est impossible de dissoudre HSBC parce qu'en dissolvant HSBC, on pourrait créer une nouvelle crise financière. C'est le fameux adage too big to fail. Donc, on voit vraiment l'importance que ces organisations ont obtenue au fil du temps, et on voit aussi, par voie de conséquence, que les États sont vraiment très faibles face à de telles organisations, de telles structures. Pour continuer dans le domaine financier, je vais passer aux agences de notation. Alors, les agences de notation, on s'est penché sur la chose avec mon associé pour vraiment décortiquer les mécanismes, et on a trouvé des choses très, très intéressantes et des dysfonctionnements, on va dire, qui ont été très bien détaillés par un rapport sénatorial qui a été écrit en 2011 par des gens très, très compétents, et on s'est aperçu en lisant le rapport sénatorial que les agences de notation, alors là, c'était le règne de tout et de n'importe quoi. C'est-à-dire, c'était des systèmes des marchés complètement oligopolistiques, et c'est ce qu'on a vu d'ailleurs dans le domaine des multinationales. C'est que souvent, on est sur de la cartélisation qui ne dit pas son nom, sur des oligopoles, sur la concurrence qui est faussée. Alors là, les agences de notation, alors le principe de l'agence de notation, il est simple. C'est un émetteur qui émet une créance et qui va être noté en fonction de sa capacité à rembourser. Voilà, donc ça, c'est le principe de l'agence de notation. Bon, la question qui se pose dans l'espèce, c'est que vous avez l'émetteur qui va payer l'agence de notation qui va juger de sa capacité de remboursement. Donc, c'est-à-dire que c'est comme si vous aviez un élève qui paye son professeur pour être noté. C'est exactement la même chose. Donc, on voit qu'il y a vraiment, alors là, des étrangetés. Alors, on l'a vu pendant la crise de 2008. On a vu que Lehman Brothers étaient notés AAA et ils ont fait faillite. Les produits que Fabrice Touré, Abacus, a vendus pour 10 milliards de dollars, les produits étaient aussi notés AAA, etc., etc. Donc, on voit vraiment qu'il y a alors là, il y a des conflits d'intérêts énormes. Alors, vous avez des grands financiers, notamment comme Warren Buffett, qui sont investisseurs et actionnaires dans ces agences de notation.
Donc, on imagine mal, par exemple, Standard Poor's mal noter une banque ou une institution financière qui appartient à Warren Buffett. Donc, on a des problèmes de conflit d'intérêts qui sont incessants. On a des problèmes aussi où vous avez des conglomérats qui sont notés par ces agences de notation. Et on peut aussi imaginer que les agences de notation ne veulent pas se mettre le client à dos pour qu'ils aillent voir ailleurs. Euh, donc, vous avez aussi également des éléments qui ont été notés par le rapport sénatorial, comme la qualité du personnel. On vous dit que dans ces agences de notation, vous avez des gens qui ne sont même pas au niveau, c'est incroyable. Hein. Vous avez des gens qui n'ont pas les compétences techniques et financières requises pour noter des institutions. Alors, une agence de notation ne note pas que des banques. Hein. La région PACA, par exemple, a été notée par Fichte. Hein. Donc, vous avez des notations qui peuvent avoir des conséquences énormes, notamment dans le domaine des dettes. Et quand on note la dette d'un État, on peut créer vraiment des catastrophes. Si vous êtes mal noté par une agence, oui, le pays peut faire défaut. Hein. C'est ce qui s'est passé pour le Venezuela, par exemple. Donc, les agences de notation, elles ont un rôle qui est gigantesque, mais il n'y a pas de transparence. Alors, il y a une directive européenne qui a été, alors c'était à l'époque de M. Barnier, qui a été prise pour réglementer le marché des agences de notation. Mais on s'est aperçu que très facilement et très simplement, qu'est-ce qu'ont fait les agences de notation? Eh ben, elles se sont fait domicilier au Royaume-Uni, essentiellement, aux États-Unis. Elles font signer leur contrat donc de droit américain, de droit anglo-saxon, et elles échappent de ce fait à la réglementation européenne. Dans le domaine financier, je vais terminer par deux éléments, par la dette estudiantine, qu'on verra à la fin, mais surtout BlackRock. BlackRock est un fonds de gestion qui est gigantesque. Alors BlackRock, alors là, on est vraiment dans l'intergalactique. Hein. BlackRock, pour vous donner une idée, c'est 6 000 milliards d'actifs, et c'est l'équivalent en trade, c'est-à-dire en négociation sur les marchés financiers, en produits financiers par an, 18 000 milliards de dollars, c'est-à-dire l'équivalent du PIB américain. Donc alors là, on est carrément dans c'est complètement délirant. C'est HSBC au carré, quoi. Donc ce fonds-là, on en a beaucoup parlé en France au moment de la réforme des retraites, puisqu'on a très bien compris avec les accointances qu'on a pu noter entre M. Jean-François Cirelli, hein, qui est un grand ami à M. Macron. On a très bien noté que ce genre de fonds, par exemple, voyait d'un très très bon œil la réforme du système des retraites en France. C'est une institution financière qui est présente de partout sur les 5 continents, qui dispose d'un logiciel qui a beaucoup fait parler de lui, qui s'appelle Aladdin. C'est un logiciel qui est spécialisé dans le data mining, dans l'exploration des données, et qui arrive à faire de la prédiction d'une manière vraiment très précise, et qui donne vraiment à BlackRock un avantage compétitif dans les transactions et sur les marchés financiers. Donc, je vais terminer dans le domaine financier avec la dette estudiantine américaine, où là, on voit que vous avez des institutions financières, notamment des banques, qui ont incité des étudiants américains à s'endetter, à contracter des prêts pour payer leurs études. Et aujourd'hui, on estime que cette dette, elle vaut 1 500 milliards de dollars aux États-Unis, et qu'il y a très peu de gens, d'étudiants, qui seront capables de rembourser ces prêts. Alors, c'est une dette privée, hein, mais qui est énorme, qui a des conséquences sur la vie de millions de personnes, sur la vie d'étudiants qui ont étudié, qui sont entrés dans de grandes écoles, dans des grandes universités aux États-Unis, et qui se retrouvent à la fin sans boulot, dans l'incapacité de pouvoir rembourser, et vous avez des gens qui finissent dans la rue par se suicider. Donc, on a vu qu'il y a eu une véritable euphorie des banques, hein, qui a prêté souvent qui a accordé des prix à des gens qui n'étaient pas capables de rembourser, souvent ce qu'on appelle les ninjas, no income, no job, no asset, c'est-à-dire des gens, comme pour la crise des subprimes, des gens qui n'étaient pas en mesure de rembourser leurs prêts. On va finir avec le troisième élément, c'est l'industrie pharmaceutique, qui encore une fois explicite très clairement les liens qu'il y a et les méthodes vraiment assez spéciales, et voire même assez louches qu'il y a dans ce milieu. Alors vraiment, là, on est en plein dans l'actualité, hein. Mais avant de parler du vaccin, bien sûr, Covid, juste pour vous dire une chose, il y a une étude il y a quelques années qui a été faite par le professeur Bernard Debré, où on vous dit qu'il n'y a que 150 médicaments sur 5000 qui sont réputés avoir un effet scientifique, un effet physiologique.
Donc alors là, c'est vraiment ça interroge et ce sont encore une fois des études qui ont été faites par des gens, tout à fait compétents. Vous avez des traitements qui sont carrément inventés de toutes pièces par les laboratoires. Alors on a travaillé nous sur un cas assez intéressant, c'est le cas de l'ostéoporose, hein. L'ostéoporose donc c'est une maladie qui affaiblit la qualité de l'os, hein, pour de multiples raisons, qui concerne essentiellement les femmes à 85 et essentiellement après la ménopause. Bon, on s'est aperçu que le critère en fait d'ostéoporosité, il a été fixé par l'OMS, mais il a été fixé pour une femme de 30 ans. C'est-à-dire qu'on a créé un critère, on a créé une référence de densité osseuse en se basant sur une jeune femme âgée de 30 ans. Alors évidemment, si vous prenez ce critère-là, tout le monde est ostéoporique après 30 ans. Et on voit que dans ce comité scientifique qui faisait partie de l'OMS d'ailleurs, qui c'est une commission au sein de l'OMS, on voit que de nombreux experts et médecins, dont on ne renie pas d'ailleurs les qualités scientifiques, étaient affiliés à des laboratoires. Donc on voit que là, il y a vraiment une collusion, hein, c'est plus un mafieux qui connaît un juge, hein, c'est un expert qui connaît un ministre, hein. Voilà, on est dans ce parallèle et c'est vraiment un problème démocratique, un problème pour les comptes publics, puisque l'industrie pharmaceutique a pris une importance vraiment, énorme. Alors là, on le voit très bien avec le Covid. Alors pourquoi? Parce que la question du vaccin, alors là, c'est le super jackpot parce que le vaccin, c'est quelque chose qui est obligatoire, hein, qu'on va imposer, hein, si on va l'imposer ou l'imposer d'une manière indirecte. En plus, vous ne pouvez pas faire de générique pour un vaccin, hein. Ça, c'est quelque chose qui est pas possible. Il n'y a pas de générique. Et 3, vous avez des campagnes de vaccination qui portent sur des millions de personnes. Donc, vous avez vraiment un. Alors là, le vaccin, c'est la poule aux œufs d'or, hein. Alors là, c'est tellement la poule aux œufs d'or qu'on voit actuellement avec le doute, en tout cas, sans parler de Descartes, je dirais pas doute philosophique, mais on voit qu'il y a quand même 40 des Français qui ne sont pas prêts à se faire vacciner. Alors moi, je pense pas que les Français soient des gens complètement obscurantistes et complètement complotistes, comme on veut bien nous le faire croire. Mais je pense que la population, avec le bon sens qui la caractérise, a très bien vu les incohérences, les contradictions et le jeu qu'il y a eu vraiment entre cette haute administration, entre les autorités politiques et les laboratoires. Je veux dire que ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, ne trompe plus personne. Donc, d'où aujourd'hui la période de doute, d'où aussi le scepticisme des Français envers, comment dire, ce vaccin. Les Français se souviennent que Madame Buzyn, par exemple, qui n'est plus ministre de la Santé, mais qui l'a été jusqu'à récemment, dès qu'elle a été nommée ministre, elle a imposé les 11 vaccins obligatoires pour les nourrissons. On voit aussi que cette dame-là a eu une carrière dans son passé professionnel qui était quand même intimement lié au laboratoire pharmaceutique. On voit aujourd'hui avec le Covid qu'il y a des enjeux qui sont vraiment énormes, gigantesques, et que le caractère juteux du marché du vaccin du Covid pourrait, enfin, en tout cas, pourrait inciter certains labos, certaines multinationales, on va dire, à, par exemple, examiner avec beaucoup moins de précision des effets secondaires liés à la vaccination. Donc d'où le scepticisme aujourd'hui de la population française. Je vais terminer avec le pharmaceutique concernant une chose vraiment qui est incroyable, qui s'appelle le fentanyl. Le fentanyl, c'est un produit, c'est un opiacé qui a été créé en Belgique dans les années 90, qui a été prescrit dans le cas de maladies graves, notamment de cancer en phase terminale. Et il se trouve que ce médicament aujourd'hui aux États-Unis, il provoque 50 000 morts par an, hein. Ça s'appelle du fentanyl. Alors imaginez, c'est 2 milligrammes de fentanyl, c'est 4 grains de sel, l'équivalent de 4 grains de sel. C'est un opiacé qui est 40 fois plus fort que l'héroïne. Bon, il se trouve entre 2016 et 2020, il y a eu 400 000 morts aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on est à l'heure actuelle aux États-Unis avec un pic de morts par overdose, mais pas d'héroïne, hein, avec des médicaments. Alors, à y regarder de plus près, c'est ce qu'on a fait. On s'est aperçu que les laboratoires qui distribuent la marque fentanyl ont donc payé des visiteurs médicaux et ont fait la promotion de cet opiacé d'une manière vraiment très agressive sur le plan commercial, tellement agressive que certains médicaments, certaines doses de fentanyl ont été offertes aux patients dans un premier temps, hein, donc c'était gratuit, juste pour essayer.
Et on s'est aperçu aussi que des médecins n'ont pas hésité à prescrire du fentanyl pour de simples lombalgies, hein, alors que le produit était à la base un produit destiné à des cancers en phase terminale. Donc vous voyez encore une fois là qu'il y a il y a un parallèle à faire directement avec le narcotique, hein, puisque bon, un drogué qui va acheter 100 grammes d'héroïne, son produit, il va l'acheter grâce à un réseau mafieux, parce qu'il y a un réseau mafieux qui s'est impliqué, qui a choisi ce secteur. Alors là, avec le fentanyl, c'est de la drogue légale, hein, c'est-à-dire que vous pouvez aller acheter votre dose de fentanyl, sur ordonnance bien sûr, et vous droguer en toute légalité. Donc on voit là qu'il y a vraiment, sur le cas du fentanyl, c'est un parallèle vraiment énorme qu'il y a et qu'on fait, nous, entre les grandes organisations entrepreneuriales et capitalistiques, hein, et les organisations criminelles, et qui, à la fin, jouent sur le caractère légal ou non légal d'un produit. N'oubliez pas qu'au début des années 20, l'alcool aux États-Unis était interdit, hein. On se souvient d'Al Capone et d'Eliot Ness, hein. L'alcool était interdit. Et ça a donné effectivement à l'époque ça a donné lieu à une économie parallèle qui s'est développée, hein, qui a été fructueuse pour leurs auteurs. Alors voilà, j'en ai terminé donc avec ces 3 domaines, hein, le domaine financier, l'agro-industrie, et donc je vais continuer maintenant avec les solutions. Alors le constat qu'on fait nous, le constat il est un petit peu terrible, mais c'est vrai que l'homme par nature, c'est un prédateur, alors prédateur universel, mais je vous rappelle, et on a fait ce parallèle avec M. Baini, que le décalogue déjà nous dit de ne pas convoiter le bien du voisin, hein. On est au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc il y a un aspect d'avidité, de course à la richesse, qui est intrinsèque à l'homme, hein, puisque déjà présent dans le décalogue. Vous avez un petit peu plus tard, au IVe siècle avant Jésus-Christ, pardon, à travers Aristote qui condamne la crématistique, qui condamne déjà l'argent, qui donne de l'argent pour donner de l'argent. Donc vous avez encore une condamnation sévère de la course aux richesses. Le christianisme, évidemment, va reprendre le message, mais il reprend un message parce que ça pourrait être le propre de l'homme, en fait, à la course à la richesse. Vous avez des grands philosophes, notamment Thomas Hobbes, qui parlent de ça aussi, de l'aspect avide et cupide de l'homme qui est tout le temps à courir après la richesse, certes pour se sécuriser, mais aussi pour satisfaire une pulsion de plaisir, en fait, que Freud reprendra au début du XXe siècle. Alors ça, c'était pour la partie anthropologique de l'homme, hein, le côté essentiellement, on va dire, avide. De l'autre côté, on a analysé nous, un facteur contextuel. Alors le facteur contextuel, il est assez intéressant et il est résumé par une formule que nous analysons, que nous appelons la société de consommation, hein, que tout le monde connaît. Alors, si vous demandez aux gens ce que c'est la société de consommation, on ne sait pas trop bien le définir, mais on s'est référé, nous, à des auteurs quand même qui font autorité en la matière, notamment Jean Baudrillard, qui écrit La société de consommation, où il décrit tout simplement un système où le sujet devient objet et où l'objet devient sujet, une inversion complètement des valeurs, reprenant Marx d'ailleurs au passage, puisque la réification de l'homme, c'est pas quelque chose que Baudrillard a inventé, mais qui a été théorisé aussi par Karl Marx, donc au XVIIIe siècle. Donc la société de consommation, vous avez mai 68, on a beaucoup aussi analysé cette question du libéralisme qui est arrivé en fait dans les valises des Américains en 1945, notamment grâce au plan Marshall. Alors on a un auteur qui fait autorité en la matière, c'est Michel Kluskar, hein, qui, nonobstant un prisme marxiste, explique très bien la chose. On a imposé un mode de consommation à une population d'Européens qui étaient, je ne dis pas en retard, mais qui vivaient sur un mode traditionnel, hein, sur le travail, sur l'épargne, et qui, grâce à des éléments tout simples de la vie quotidienne, hein, Kluskar l'explique bien, comme le poster, le jukebox et le flipper, la consommation est rentrée en tant que mode de vie, hein. C'est-à-dire que la consommation a structuré les existences, hein. Donc ce phénomène-là, il a été très bien décrit par Kluskar et ensuite par Marcuse, L'homme unidimensionnel, qui est un ouvrage phare aussi qui a été édité aux États-Unis. Et aujourd'hui, on peut dire que la société de consommation, le capitalisme du désir, la culture du narcissisme, comme le dit Christopher Lasch, elle fait partie intégrante de nos sociétés, avec toutes les dérives, hein, la solitude, la dépression, des pathologies mentales.
et un mal-vivre aussi qui peut apparaître assez contradictoire par rapport à des sociétés où le confort matériel est assuré, et si ce n'est pas par la sphère privée, c'est par l'État. Alors, nous, les solutions face à cette dérive que l'on propose, elles sont des solutions, on va dire, logiques. On aimerait, nous, remonter aux sources de la religion, de la philosophie et de l'éthique. Et pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que, et Chantal Delsol le dit d'ailleurs dans un ouvrage récemment, au fur et à mesure que le sentiment religieux baisse, vous avez le sentiment, on va dire, entre guillemets, matérialiste qui augmente. Alors le contraire est aussi vrai, hein. C'est-à-dire que réinjecter de la religion, réinjecter de la philosophie, réinjecter de l'éthique dans la société euh, pourrait permettre à de grandes organisations et à des individus, puisque ces grandes multinationales, il y a des individus derrière, hein, ce sont des personnes morales, mais elles sont incarnées par des individus. Il faudrait infuser et instiller dans la société peut-être d'autres valeurs que l'argent, la réussite sociale, la richesse, la course au profit, la rentabilité, c'est-à-dire rompre un petit peu avec ce qu'on appelle ces indicateurs de performance qui sont très en vogue et très utilisés par les grands cabinets de consulting américains, ce qu'on appelle les KPI, Key Performance Indicators, qu'on a appliqué à tout, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met des indicateurs de performance dans la police, hein, ou dans les hôpitaux, hein. On a vu d'ailleurs, entre parenthèses, le résultat que ça a donné pour le Covid-19, hein, puisque quand il n'y avait pas de Covid-19, les lignes de réadmission ne servaient à rien, hein. Alors il ne fallait pas en mettre. Et puis aujourd'hui, on n'en a pas assez, on dit aux gens, restez chez vous. Donc on voit que cette notion et cet attrait pour le profit, pour la rentabilité, elle a même fait des updates au sein des États, hein, et au sein de la classe politique, au sein de la haute administration, ce qui est quand même beaucoup plus grave. Donc, comme remède, remonter aux sources de la religion, de la philosophie et de l'éthique. Une autre grande question, à notre avis, c'est le remaniement du droit positif, hein. Donc, alors, le droit positif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut quand même arriver dans nos sociétés, et peut-être pas sans parler de l'Europe, mais à réglementer l'optimisation fiscale, l'activité de lobbying, l'arbitrage où vous avez maintenant des multinationales qui font des procès à des États, hein. C'est complètement délirant, hein. Vous avez le Togo qui a été attaqué par une multinationale du tabac, et le Togo a été obligé d'indemniser cette multinationale parce qu'elle ne voulait pas se conformer à la neutralité du paquet. Vous avez la question du pantouflage aussi qui pose des problèmes gigantesques, hein. Alors, vous avez un président, hein, qui, par exemple, vient de la banque et puis qui repartira certainement après, qui a eu des contacts avec des entreprises publiques, des entreprises privées. Tout cela, quand même, interroge, hein. Où est l'intérêt public? Est-ce qu'il n'y a pas une confusion des genres? Le conflit d'intérêts, les questions de corruption sont vraiment souvent évoquées. Certains pensent à créer une cour pénale économique internationale. Nous, on trouve que l'idée est assez intéressante. On a créé une cour pénale internationale pour les crimes contre l'humanité. On pense qu'une cour pénale internationale économique aurait tout son intérêt, hein, quand vous avez des grandes organisations multinationales qui violent les législations étatiques, qui corrompent, qui abusent de leur taille, de leur pouvoir. On pense qu'on devrait pouvoir juger les personnes morales en s'extrayant des pays qui sont souvent corrompus et qui n'ont pas même les moyens matériels de les juger. Vous avez aussi une notion de propriété sociale qui a été évoquée par M. Piketty, qu'on trouve assez intéressante, c'est-à-dire associer dans les entreprises, dans les sociétés, les actionnaires et les gens qui travaillent, hein. Dernier point sur le plan du droit positif, c'est revoir vraiment toutes les questions de société anonyme, de holding, de fondation et de trust, hein, puisque ces quatre éléments-là, ce sont en fait des vecteurs puissants de l'évasion fiscale, hein. Alors on vous dit qu'en France aujourd'hui, il n'y a pas assez de lits de réanimation, mais l'évasion fiscale chaque année coûte 80 milliards d'euros aux contribuables, hein. Moi je dis bien aux contribuables parce que ces 80 milliards qui ne sont pas payés, ils sont payés par la classe moyenne, hein. Donc, il y a vraiment une question de droit positif à remanier, et quand on parle de droit positif à remanier, on parle forcément de politique. C'est le politique qui vote la loi jusqu'à nouvel ordre, enfin, on ose l'espérer, hein, c'est l'article 34, le domaine de la loi, et on voit qu'il y a une certaine réticence. Alors souvent, le chantage à l'emploi est invoqué. On a vu il y a quelques années quand
Madame Royal avait interpellé le groupe Ferrero en Italie. Alors tout de suite, le groupe Ferrero a dit, ben, si vous n'êtes pas content, moi je ferme mon usine en France et je vais ailleurs. Alors avec ce système de chantage, effectivement, c'est assez difficile, dans un contexte où le politique, ben, il a qu'une seule idée en tête, c'est d'être réélu. Donc il y a beaucoup de problèmes, qui souvent ne sont pas réglés, ne sont pas traités et qui profitent, toujours aux mêmes, hein. Donc vraiment la question de remettre de l'éthique, de la religion, de la philosophie et de la morale, c'est possible. Il y a même maintenant, et c'est assez intéressant à voir, vous avez des universités qui proposent des formations. Je pense à Cergy-Pontoise, l'université de Cergy-Pontoise qui propose des masters en droit des affaires et d'éthique. Je trouve que c'est assez intéressant, considérant que l'éthique, la morale dans les affaires, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de la filière et c'est quelque chose qu'il faut enseigner parce qu'on ne naît pas, contrairement à ce que disait Rousseau, l'homme ne naît peut-être pas bon, hein, essentiellement et par nature, hein, il est peut-être corrompu, comme le disait saint Augustin. Donc, il faudrait peut-être inciter l'homme, dès son plus jeune âge, à adopter des réflexes, on va dire, humanistes, altruistes. Et on a tout l'appareil, en tout cas intellectuel, qu'il soit religieux en Occident ou philosophique ou éthique, pour vraiment infuser ces idées et ces principes d'éthique, de morale, de religion, pour humaniser le capitalisme qui est devenu quand même un petit peu fou. Alors, vous avez aussi d'autres éléments qui sont, aussi intéressants, c'est qu'il faut relire les théoriciens libéraux, hein. On a souvent dit: «Mais le marché, la main invisible», oui, mais si vous relisez Smith, Smith à certains moments vous parle de monopole, hein, et de protectionnisme, hein. Donc il faut relire aussi les théoriciens libéraux, nous pensons que c'est important. La question de l'internet aussi est fondamentale, hein. On pense que l'internet, c'est un champ qui permet la libre expression, qui permet la confrontation des idées. Et on espère, nous en tout cas, que c'est un champ d'expression qui ne va pas être muselé, qui ne va pas être contrôlé. Et c'est malheureusement, ce à quoi on assiste en ce moment. Alors même si la loi Avia n'a pas été passée ou a été retoquée par le Conseil constitutionnel, on s'aperçoit qu'il y a une volonté vraiment du pouvoir politique et des GAFAM de contrôler l'internet, hein. On le voit sur la possibilité qui est accordée à des grandes plateformes de censurer des contenus. Donc là, il y a vraiment un gros problème puisque l'internet, c'est l'internet qui peut permettre aussi de répandre une nouvelle façon d'éthique des affaires. Et si l'internet est contrôlé par des gens qui sont déjà au sommet de la pyramide, ça ne marchera pas. Vous avez in fine le rôle des médias qui est à prendre en compte, hein. C'est ce que Régis Debray a démontré toute sa vie, hein, en tant qu'expert médiologue. C'est-à-dire que le média va toujours vous faire voir, vous montrer et exposer une vision irénique du capitalisme, hein. C'est ce que vous voyez, que ça soit Hollywood ou la publicité ou n'importe quel programme, y compris le sport. Donc les médias sont des flèches de cette prédation, de cet appât des richesses, du gain et des médias peut-être un peu plus éthiques aussi, serviraient grandement cette cause d'un capitalisme, beaucoup plus humain. Alors voilà, là j'ai fait le tour donc des solutions que nous avons, ébauchées. Pour terminer, on a, fini sur de la futurologie. Alors futurologie, c'est une prévision, du futur. Alors on s'est appuyé sur les travaux d'un grand futurologue qui est décédé en 2016 qui s'appelle Alvin Toffler, qui pour lui, définissait l'époque actuelle et l'époque future sur 3 éléments: sur la brièveté, sur la nouveauté et sur la diversité. Donc à partir de ces 3 critères, on a développé un petit peu une planète telle qu'elle serait en 2030. Alors une planète où il ne ferait pas bon vivre, hein, une planète qui serait carrément passée, sous le contrôle des grandes multinationales, une contrôle avec des multinationales qui réglementeraient bien sûr tous les domaines de la vie, humaine, y compris avec l'implantation de puces RFID dans le fœtus. Un monde où évidemment la terre est dévastée, un monde où la classe moyenne a complètement disparu, un monde qui est tellement, nocif, sur le plan de l'oxygène et sur le plan des conditions de vie, où vous avez toute une élite qui est partie vivre sur une autre planète qui s'appelle Gamma. Donc voilà, on a essayé de mêler aussi des éléments de transhumanisme, tous les éléments, on va dire, qui nourrissent le débat intellectuel en ce moment pour essayer de concevoir une planète dans les 50 prochaines années où il ferait vraiment pas bon vivre, en espérant que notre vision, soit tout à fait fausse,
soit tout à fait erronée parce que, in fine, on pense que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir et justement, s'éduquer, lire, contester, s'informer, réfléchir, toutes ces réflexions, ces millions de réflexions ajoutées les unes aux autres, elles pourront nous éviter de tomber dans les travers, en fait, que nous décrivons dans cet ouvrage. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Si vous souhaitez vous procurer les ouvrages mentionnés dans cette vidéo, rendez-vous dans les liens en description.